La souveraineté du Royaume du Maroc, la plus ancienne nation moderne du monde arabe et du continent africain, n'avait jamais suscité de débat ou de questionnement avant la colonisation espagnole. Les documents historiques, aussi bien marocains que ceux se trouvant à Madrid, Paris, Lisbonne et Londres, en sont la confirmation. Dans cette région du pays, où la population vivait sous un système social caractérisé par le nomadisme, les sultans du Maroc exerçaient leur pouvoir à travers les nominations des caïds et leurs représentants personnels. Ils adressaient des daïrs, des décrets royaux, aux chefs des tribus du Sahara, confirmant les liens d'allégeance, de loyauté et d'attachement des tribus sahariennes au sultan du Maroc. Dès 1905, le dernier émir des Trarza, à l'extrême sud du Maroc, avait reçu le daïr de sa nomination du sultan Moulay Abdelaziz. Le sultan Moulay Abdelaziz avait chargé son grand vizir, Cheikh Mohamed Hassan Ben Aïch, d'effectuer une tournée au cours de laquelle il avait atteint Sakia al-Hamra. Lors de sa tournée, l'émissaire du sultan remettait les daïrs et nominations aux caïds et administrateurs qui se présentaient pour lui confirmer leur allégeance au sultan. De 1898 à 1905, le sultan Moulay Abdelaziz s'est occupé de l'édification de la ville de Smara en y envoyant les matériaux de construction nécessaires via le port de Tarfaya. Avant que le régime du protectorat ne soit imposé au Maroc, le royaume du Maroc percevait les impôts dans cette région et la monnaie était frappée au nom des sultans du Maroc dans les provinces sahariennes. Le prince alaouite Moulay Idriss Ben Abdelrahman avait été dépêché à Smara et dans les autres des provinces plus au sud pour le recouvrement des impôts et l'organisation de la résistance contre l'intrusion de l'armée française à partir du Sénégal. Malgré l'occupation espagnole, deux aspects de la souveraineté marocaine sont restés intacts. L'acte d'allégeance, c'est-à-dire la rédaction d'un serment de loyauté des chefs des tribus au sultan, et l'appel de la bénédiction du sultan lors du prêche du vendredi. Le traité entre le Maroc et l'Espagne datant du 27 novembre 1912, en vertu duquel ont été créées une zone d'influence espagnole au nord et au sud de la zone du protectorat français, établit la preuve et la reconnaissance légale explicite que cette zone était gouvernée par le représentant du sultan. C'est au nom du roi du Maroc que l'Espagne a gouverné non seulement les régions du nord, mais également toutes les provinces de Sakia al-Hamra et Oued el-Dahab. Le Maroc jouissait de la souveraineté sur ses territoires sahariens. Sinon, pourquoi la conférence de Berlin en 1884, qui allait décider du destin de l'Afrique, et la conférence d'Algésiras en 1906, s'agissant du destin du Maroc, auraient-elles consacré un volet au Sahara ? Nombre de ces États qui ont participé aux deux conférences avaient contribué à l'élaboration des cartes géographiques de la région, notamment celle du Maroc. Ces cartes avaient délimité les aires méridionales de la zone du protectorat français, à la limite des frontières de ce qu'on appelait alors Afrique occidentale française. Le témoignage de l'Allemagne revêt une importance capitale, puisqu'il a été le dernier État européen à avoir accepté le régime du protectorat français sur le Maroc. Dans l'accord conclu avec la France en 1911, l'Allemagne avait posé deux conditions inviolables pour son acceptation du protectorat français, à savoir la nécessité de protéger la souveraineté du roi du Maroc et préserver l'intégrité territoriale du royaume. Tous les gouvernements européens reconnaissent la situation engendrée par l'occupation espagnole des régions marocaines et parlent en conséquence d'un Maroc qui englobe son Sahara.